Le chapitre Respirer. Elle a écrit, en citation de Bruce Lensky, le secret de la longévité, c'est de continuer à respirer. Quoi de plus élémentaire que la respiration? Ce tandem inspiration et expiration est le cœur de la vie. Respirer est une action si évidente qu'on y fait rarement attention. D'ailleurs, pourquoi y songer puisque la machine fonctionne très bien toute seule? On ferait pourtant bien de s'y arrêter quelques instants parce que, bonne nouvelle, il est possible d'impacter notre niveau de bien-être, donc d'optimisme, en améliorant le mécanisme de nos fonctions respiratoires. Respiration et émotion vont de pair. Notre respiration est en quelque sorte le reflet de notre état d'esprit et son rythme varie en fonction de ce que nous vivons au cours de la journée. En situation de stress, ne vous a-t-on jamais donné le conseil suivant? Respire. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes stressés ou agités, la respiration se fait courte et saccadée. Le corps se contracte car il n'est pas correctement oxygéné. Dans de tels moments, on a tendance à pratiquer une respiration thoracique qui n'est pas naturelle. En situation de détente, la respiration est plus lente et le souffle long. L'inspiration se fait alors par le ventre. C'est la partie abdominale qui est mise en action. La respiration profonde est celle des bébés endormis. C'est notre respiration originelle avec laquelle il convient de renouer pour calmer la colère ou les angoisses. Pourquoi bien respirer? Nous avons oublié ce que signifie respirer profondément. Si nous nous habituons à une respiration courte et haletante, nous envoyons au cerveau le signal d'un stress alors même qu'il n'y en a aucun. En résulte un danger pour notre bien-être. Inconsciemment, nous nous auto-stressons. Il est bien souvent difficile de s'en apercevoir, tant ce mode de respiration est ancré en nous depuis des années. Inculquer au corps un nouveau mode respiratoire n'est pas chose aisée. Le jeu en vaut cependant la chandelle. Une bonne respiration vous en sera plus que bénéfique, tant sur le plan physique que psychologique. Citons quelques avantages. Détoxification du corps, diminution du stress et de l'anxiété, amélioration de la concentration, du sommeil, de la digestion et de la vitalité. Respiration et optimisme. Comment vous persuader qu'optimisme et respiration ont un lien indéniable? Simplement, la prochaine fois que la colère ou l'anxiété vous gagneront, observez votre rythme respiratoire. Vous remarquerez que celui-ci s'accélère et s'entrecoupe. Dans ce cas, tentez d'adopter une posture calme et sereine face à l'événement perturbateur, en reprenant le contrôle de votre respiration. Pour cela, je vous invite à prendre quelques minutes pour pratiquer une respiration ventrale, même si vous êtes au bureau. Grâce à cette technique, vous pourrez plus facilement dompter les émotions négatives et ainsi vivre des situations anxiogènes avec davantage de recul. Bon exercice. Respiration anti-stress. Voici une astuce pour ne pas vous laisser envahir par les émotions perturbatrices du quotidien. Trouvez un endroit calme, sans risque d'être dérangé. Asseyez-vous au bord d'une chaise, les deux pieds ancrés au sol et le dos bien droit. Posez la main gauche sur le ventre et la main droite dans le bas du dos. Faites-le. Inspirez profondément par le nez, bouche fermée. Vous devez sentir votre ventre se gonfler. La respiration part du bas du ventre et remonte jusqu'à la gorge. Gardez l'air 5 secondes dans vos poumons. Expirez par la bouche jusqu'à ce que le ventre se dégonfle complètement. Recommencez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le stress soit dissipé. Et ça, c'est vrai. Hein. La respiration, moi je fais ça de manière plus facile, on va dire juste prendre une grande inspiration et expirer par la bouche. Genre tu le fais, je sais pas, 2-3 fois. Avant, par exemple, moi je le faisais, j'ai appris à faire ça avant d'entrer sur scène pour faire du théâtre et tout. C'est facile à faire et ça diminue, enfin comme elle l'explique quoi, si tu respires calmement, tu sens moins le stress. C'est à noter pour les stressés comme nous, c'est vrai, ça marche.
Et ça fait du bien. Vous pouvez choisir de faire cet exercice une habitude. Pratiquez 5 à 10 minutes par jour, il vous permettra d'aborder les petits tracas de la vie quotidienne de manière globalement plus sereine. Il se peut que vous vous sentiez un peu étourdi au début, surtout si vous n'avez pas respiré profondément depuis longtemps. Rien d'inquiétant à cela, reprenez simplement votre respiration habituelle. Plus vous pratiquerez cet exercice, plus vous apprécierez ces instants d'introspection, comme un massage intérieur que vous offrez. Et comme toute pratique, celle-ci requiert un temps d'apprentissage avant d'en ressentir les effets bénéfiques. Respirer, c'est toujours moins grave qu'il n'y paraît. Quoi? Paraît. Ok, pardon, c'est une écriture un peu spéciale. Du coup, je lisais pardi. Ok, je recommence. Respirer, c'est toujours moins grave qu'il n'y paraît. Je vous entends ici. Je vais avoir l'air ridicule si un collègue rentre. Est-il normal de mettre de côté votre bien-être par peur des moqueries? Croyez-moi, plus vous assumerez, mieux vous irez, et plus les autres vous prendront en exemple. Et si on méditait? Si vous avez vécu en France au cours des derniers mois, vous n'avez pas pu passer à côté d'un reportage ou d'un article sur la méditation. Des best-sellers de Mathieu Ricard aux témoignages de PDG affirmant méditer chaque jour. Cette méthode ancestrale se démocratise. Il serait utopiste d'être exhaustif en ne consacrant que quelques lignes à ce sujet. Mon but ici est de vous donner quelques outils et informations concernant la méditation de pleine conscience. Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience? Dissipons immédiatement une idée fausse. Bien qu'inspirée du bouddhisme, la pleine conscience est une pratique tout à fait laïque et à la portée de tous. Il s'agit d'un état modifié de conscience durant lequel l'attention est focalisée sur nos sensations de l'instant présent. D'ailleurs, nous en faisons tous l'expérience de temps à autre. Le plus souvent, il s'agit d'instants furtifs, quelques secondes ou minutes, durant lesquels notre attention est happée par un sentiment d'émerveillement de la vie. Ne vous est-il jamais arrivé de rester bouche bée devant un coucher de soleil et de laisser ainsi vos pensées perturbatrices ou non derrière vous? La méditation permet de développer cet état. Elle libère l'esprit du flot de pensées continues, afin de se concentrer sur le présent. Dans les années 1980, John Kabat-Zinn, professeur émérite de médecine, a commencé à utiliser la méditation comme technique destinée à aider les patients à surmonter le stress, l'anxiété et la douleur. Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine, s'est ensuite intéressée aux bénéfices des techniques méditatives dans le domaine de la santé. Depuis, de nombreuses études scientifiques ont démontré que la méditation agissait sur le fonctionnement et la structure du cerveau. La faculté de médecine de Strasbourg a même inauguré il y a quelques années un cycle médecine, méditation et neurosciences. Si la science doit encore mener de nombreuses recherches avant que nous puissions envisager l'ensemble des bénéfices de la méditation pour l'esprit et le corps, il n'en reste pas moins vrai qu'elle possède les mêmes effets que les antidépresseurs sur certains syndromes dépressifs. Bien loin que l'imaginaire hippie ou religieux, la méditation est donc une technique tout à fait scientifique. Pim. Comment faire pour méditer? La méditation de pleine conscience consiste en un voyage intérieur. Elle vise à focaliser son attention sur soi et fait appel à l'immobilisation et au silence. Des vertus que l'on tend à oublier dans un monde cadencé par le bruit et l'agitation permanente. Elle permet notamment de faire l'expérience du lâcher-prise, le fameux. Sachez que la méditation ne s'adresse pas seulement aux sages, aux initiés ou à ceux qui ont le temps. Quelques conseils très simples pour y parvenir. Parvenir à faire de la méditation. Trouvez le bon moment. Je vous entends déjà me dire que vous n'avez pas le temps. Et c'est ce que je me disais quand je ne souhaitais pas le trouver. Je suis une hyperactive. Méditer, je n'ai pas le temps. Mais au fait, ne dit-on pas, quand on veut, on peut? Et moi, je rajouterais même, on a le temps pour ce qu'on veut.
Un peu comme un ordinateur, nous avons plusieurs onglets ouverts dans notre tête. Nous avons souvent 10 choses à gérer en même temps, qu'il s'agisse d'une lettre à poster, d'un mail auquel il faut qu'on réponde dans l'heure ou d'un dîner à organiser. Pendant des années, il me paraissait impossible de prendre le temps de méditer. J'avais toujours mieux à faire. Quelle erreur! Je vous garantis aujourd'hui que la méditation est loin d'être une perte de temps. Trouver le bon moment signifie aussi sacraliser un peu de temps durant lequel vous ne serez pas dérangé. Sachez qu'il vaut mieux consacrer 5 minutes par jour à méditer qu'une heure complète une fois par mois. La régularité prime sur l'intensité. Ça me rappelle quand dans le chapitre bouger avec le sport. Pour vous créer une habitude, mieux vaut méditer à heure fixe, le matin, le midi et ou le soir. Vous verrez, après quelques temps, cela vous semblera tout aussi naturel que de prendre votre douche ou votre petit déjeuner. Créez un environnement propice. Pour méditer, choisissez un lieu serein, non pollué par les bruits et les odeurs. Lorsque vous accédez au calme intérieur, vos sens sont décuplés et vous percevez davantage les subtilités de votre environnement. Au besoin, embaumez la pièce d'une fragrance que vous appréciez avec quelques huiles essentielles de votre choix. L'objectif est de vous sentir bien dans cet espace. Ça me rappelle que j'ai ma petite bougie et que je la cache à chaque fois. Je suis trop bien mise comme ça. Mais ouais, mettre une petite bougie et tout, petite senteur. Trouvez la bonne position. Quand on médite, une bonne position du corps est primordiale. Vous envisagez d'entrer dans un état de conscience relaxant. Vous n'y parviendrez pas si votre corps adopte une posture qui vous oblige à rester tendu ou à faire un trop gros effort musculaire. Les postures qui optimisent votre état de bien-être sont celles qui obligent votre dos à rester bien droit. Vous pouvez alors choisir de vous installer sur une chaise, les mains posées sur les cuisses, ou encore de vous asseoir en tailleur à même le sol. Au début, il est déconseillé de prendre une posture allongée, au risque de s'endormir. Mais si vous préférez vous allonger, personne ne vous l'interdit. J'achète un projecteur d'étoiles. Mais oui, de ciel étoilé, mais oui, c'est trop bien. J'avoue. Ça te fera ton petit ciel étoilé. Respirez. Avant de méditer, préparez votre corps en faisant quelques respirations ventrales. Respirez profondément, doucement et sans forcer. Fixez votre attention sur l'air qui entre et qui sort naturellement. La respiration est au cœur de la méditation. Ces quelques minutes de préparation permettent au mental d'accueillir le vide qui va suivre. Il est déconseillé de se plonger dans une technique méditative sans avoir au préalable chauffé son corps et son esprit par ce biais. Faites le vide. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à faire le vide. Mon esprit était embrumé par une to-do list interminable, dont les points non aboutis me revenaient dès que j'essayais de méditer. Ne vous affolez pas, ce vagabondage cérébral est tout à fait normal. Notre cerveau n'a plus l'habitude de faire le vide et de goûter au calme mental. Observez simplement avec curiosité et sans les juger, les émotions qui vous traversent. L'objectif premier de la méditation n'est pas la relaxation. En revanche, c'est un état qui advient naturellement. Si vous souhaitez vous engager dans des pratiques méditatives, ayez conscience que leurs effets vertueux ne se manifesteront qu'au prix de quelques efforts et d'une certaine régularité. Exercice. Votre première séance de méditation. De nombreuses séances de méditation sont accessibles aux non-initiés sur Internet. Nous avons sélectionné ici un exercice basique que tous les débutants en la matière ont un jour expérimenté. Il s'agit du scan. Koiren, du scan corporel. Vous pouvez également le trouver sous le nom de balayage corporel ou body scan. Il permet de stopper le cycle du stress et s'effectue en 5 à 15 minutes. Vous pouvez également télécharger des applications. Alors, le scan corporel. Fermez les yeux ou gardez les mi-clos. Prenez une grande inspiration et sentez comment le corps s'oxygène et se relâche. Respirez ensuite normalement en observant votre respiration.
Prenez conscience de votre corps pour cela. Concentrez-vous d'abord sur vos pieds et explorez toutes les sensations que vous rencontrez. Chaud, froid, contact des vêtements sur la peau, etc. Observez chaque sensation physique avec curiosité. Remontez ensuite sur vos chevilles, vos mollets, vos cuisses, votre ventre, votre poitrine, vos bras, vos mains, et ce jusqu'au sommet du crâne, en détaillant toutes les parties de votre visage. Après avoir établi un scan complet, ne sortez pas brusquement de cet état, mais revenez à vous en ouvrant doucement les yeux et en bougeant lentement votre corps, en commençant par les extrémités. L'exercice consiste à visualiser chaque partie de votre corps, l'une après l'autre, en partant des pieds et en remontant jusqu'au sommet du crâne. Donc cet exercice que j'ai lu, il a l'avantage d'être complet, car il permet de se reconnecter avec son corps. De plus, son déroulé, facile à retenir, peut être mis en place en toutes circonstances. Vous l'aurez compris, ce n'est pas au hasard si les neurosciences s'intéressent de plus en plus à la méditation, et si celle-ci se développe tant dans notre société. La méditation est en effet un outil qui nous permet d'atteindre un meilleur niveau de sérénité. Et en nous reconnectant à nos émotions, nous sommes plus à même de les comprendre, de les analyser et de nous en servir dans un but constructif. Le saviez-vous? Le muscle respiratoire principal est le diaphragme, situé entre le thorax et l'abdomen. Au repos, nous inspirons entre 6 et 10 litres d'air par minute et respirons entre 12 et 15 fois par minute. Nous avons 60 000 pensées par jour, 95%, 95% sont les mêmes que la veille. Punaise. Surtout, ne culpabilisez pas si vous ne parvenez pas à méditer. La méditation est devenue à la mode et cela fait du bien. Cela fait bien, pardon. On a l'impression que méditer est facile. Rassurez-vous, il est normal d'avoir besoin de temps pour parvenir à la réelle méditation. Vivez-la comme une expérience. Voilà, petite citation de fin. Jusque-là, vous avez survécu à 100% de vos pires journées. Vous vous en sortez très bien, continuez. Voilà, c'était la fin du chapitre. Respirez. Alors, le chapitre suivant, c'est le sourire. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Citation d'Edward L. Kramer, si je le dis bien. Un sourire fait bien des miracles. Ce simple mouvement de la bouche, gratuit et inné, permet de changer sa vie et celle des autres. Je reste convaincue qu'un sourire ouvre bien des cœurs et des portes. Le sourire, un outil de sociabilisation. J'ai toujours assimilé le sourire à une force. Cela peut paraître surprenant, notamment dans le monde de l'entreprise où certaines personnes pourraient y voir une faiblesse. C'est d'ailleurs ce qu'on me dit régulièrement. Catherine, si je souris à mon patron... J'ai perdu ma phrase. Si je souris à mon patron, je me montre faible. D'ailleurs, je n'ai pas envie de sourire. Je crois qu'il s'agit d'une croyance erronée. Pensez-vous sincèrement que quelqu'un à qui vous sourirez ne le prendra pas comme une marque de sympathie et de connexion à l'autre? Certes, si vous ne lui avez jamais souri, il est possible que votre interlocuteur soit surpris de prime abord, mais un sourire sincère vous sera rendu. Rappelez-vous. Un sourire est la distance la plus courte entre deux personnes. Sourire ne met-il pas tout le monde sur un pied d'égalité? Offrir un vrai sourire à un PDG ou à un sans-abri est exactement la même chose. Il s'agit d'un acte simple et généreux qui vous sera retourné. Le sourire permet d'aller vers l'autre et de le rencontrer. Faites le test. C'est beau, oui. Le simple fait de sourire en société vous rend immédiatement plus ouvert et attractif. Vous l'avez déjà sûrement remarqué, quand vous arrivez dans une soirée, n'êtes-vous pas naturellement attiré par les personnes souriantes plutôt que par celles qui semblent rochonner dans leur coin? Le sourire et tous ses bénéfices pour autrui. Il serait difficile de lister tous les bienfaits qu'apporte un sourire,
pourtant ils me semblent nombreux. Mais puisqu'il faut choisir, je citerai ces trois-là. Premièrement, le sourire est réconfortant. Il apaise votre entourage. Un sourire bienveillant calme la colère de celui qui la reçoit. Il offre à votre interlocuteur un peu de douceur et lui prouve votre empathie. Ne vous est-il jamais arrivé que, lors d'une présentation en public, de chercher le sourire rassurant d'un ami? 2. Le sourire est un acte généreux. Il ne tient qu'à son détenteur de l'offrir ou non à l'autre. En souriant, vous partagez des émotions positives. Il s'agit d'un don qui, toutefois, ne vous coûte rien et n'a pas de prix pour celui qui le reçoit. 3. Le sourire est universel. Il est compris par tous, peu importe la langue, la culture ou la couleur de peau. Et oui, tous les sourires ont la même valeur. Tout le monde sourit dans la même langue. Plutôt pratique. Le sourire, un outil de bien-être. Comme le sport, le sourire a des répercussions physiologiques sur celui qui l'offre. Lorsque nous sourions, nous provoquons des modifications biochimiques dans notre cerveau car nous libérons entre autres les mêmes molécules du bonheur, comme j'aime les appeler, que celles déjà croisées dans le chapitre bougeait, à savoir les endorphines. Il s'agit donc d'un autre moyen 100% naturel et gratuit de se faire du bien. Sourire produit un effet direct sur le stress et la fréquence cardiaque. Une étude a été réalisée par les chercheurs américains Tara Kraft et Sarah Pressman après avoir tenté une expérience sur 169 participants, divisés en 3 groupes. Il a été demandé à chaque groupe de prendre une expression faciale différente. Une expression neutre, un sourire de façade et un sourire authentique. Ils ont ensuite été soumis à une série d'activités anxiogènes. Plonger les mains dans l'eau glacée par exemple, sur laquelle leur fréquence cardiaque et leur niveau de stress ont pu être mesurés. Les personnes avec un sourire naturel ont mieux résisté que les autres aux stimuli anxiogènes, leur fréquence cardiaque se régulant plus efficacement. Le sourire est donc bon pour votre cœur et pour celui des autres. Souriez, cela vous va si bien. Le sourire, un tremplin vers le succès. Plusieurs études ont prouvé que les personnes souriantes avaient davantage de succès dans leurs relations professionnelles et sentimentales. À la fin des années 1970-70, 2 chercheurs ont mené une expérience dans un bar. Une serveuse était tenue d'apporter la commande des clients une première fois sans sourire, et une seconde fois avec un large sourire. L'enjeu était de mesurer les pourboires reçus. Sans surprise, la seconde tournée a été bien plus lucrative que la première. Et pour cause, nous avons tous tendance à vouloir récompenser et privilégier les gens qui nous accueillent en souriant. Tout le monde me dit qu'à Paris, les gens font la fête. Certes, Paris est une capitale où tout va vite, comme dans beaucoup de grandes villes. On marche vite, on mange vite. En somme, on fait tout trop vite. De fait, on en oublie presque de regarder les personnes qui nous entourent. Le métro est devenu un lieu où nous sommes la plupart du temps le nez collé sur notre téléphone portable. Je crois qu'il ne tient qu'à nous de nous responsabiliser et d'arrêter d'être passifs devant la fatalité. Il est des éléments sur lesquels nous pouvons avoir une influence, et commencer par sourire à son voisin dans le métro. Relève plus du bon sens que d'autres choses. J'ai bien souvent fait le test dans le métro. Sourire à quelqu'un, en évitant la provocation ou la narquoiserie, enclenche quasi systématiquement un sourire en retour, voire parfois un remerciement. À nous de changer, pour espérer voir changer les autres. Arrêtons de croire qu'il faut faire la fête pour paraître intelligent. Faire la tête. J'ai mal lu. Okay. Arrêtons de croire qu'il faut faire la tête pour paraître intelligent. Trop fêtarde. Être souriant ne s'oppose pas à être sérieux. Sourire ne grille pas de neurones. J'arrive pas à parler. Exercice. Le jeu du miroir. Le sourire est contagieux.
Dans la rue, dans le métro, au travail, essayez chaque jour de récolter le sourire d'une personne inconnue sans rien dire. Vous découvrirez ainsi la ville sous un autre jour. L'effet miroir, notre attitude dans la vie détermine l'attitude de ceux qui nous entourent. Trois bonnes raisons de sourire. La première, sourire rend beau. Au travail, en famille, dans nos relations amicales et sentimentales, la beauté attire. S'il est impossible de définir la beauté, il existe un fait incontestable qui met tout le monde à égalité. Sourire rend séduisant et attrayant. Il paraîtrait d'ailleurs qu'un sourire se remarque davantage qu'une nouvelle coupe de cheveux. Si vous souhaitez changer le jugement esthétique que les autres portent sur vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sourire rend heureux. Ceux qui font le choix du bonheur modifient leurs habitudes et incluent forcément le sourire dans leurs réflexes. La raison en est simple. Sourire permet de se libérer des émotions négatives et de se détendre. Un sentiment de bien-être était immédiatement ressenti. Sourire permet de vivre plus vieux et de paraître plus jeune. Vous étiez à la recherche d'un élixir de jouvence ? Votre quête s'achève ici. Sourire. Contrairement à ce qu'on peut penser, ne ride pas davantage le visage, mais permet de faire travailler des muscles faciaux généralement oubliés. En souriant, vous activez la microcirculation des capillaires et vous conservez plus longtemps des tissus cutanés fermes. Par ailleurs, certaines études ont mis en relief la corrélation entre le sourire et l'allongement de l'espérance de vie. Exercice. Et si on souriait ? Et si on souriait est le slogan du site L'Optimisme. Autant vous dire que cela nous tient vraiment à cœur dans l'équipe. Je vous propose une petite routine du sourire à des moments clés de la journée. Le matin, devant le miroir de votre salle de bain, souriez-vous. Quand vous passez la porte de votre maison ou de votre immeuble, souriez aux passants que vous croisez. Dans le bus, dans le métro, souriez à votre voisin. Une fois au travail, souriez à vos collègues. Vous allez boire un verre, souriez à vos amis. Le soir, en rentrant du journée de travail, souriez à vos enfants ou à votre chat. Quand vous ne vous retrouvez plus qu'à deux, souriez à la personne que vous aimez. Utilisez votre sourire pour changer le monde, ne laissez pas le monde changer votre sourire. Ne culpabilisez pas si hier ou aujourd'hui vous n'avez pas réussi à sourire à l'automobiliste qui a failli vous percuter. Il est possible que vous n'ayez pas réussi à contenir votre mécontentement, et c'est normal. Il y a des jours où l'envie ne colle pas avec la théorie. Souriez simplement le plus souvent possible. Le saviez-vous ? La définition la plus cherchée sur Google en 2016 est le mot empathie. Le sourire apparaît chez le bébé environ 1 mois après la naissance. Le sourire réduit le stress. Le sourire authentique est appelé sourire de Duchenne. C'est un sourire grâce auquel les muscles oculaires sont mobilisés. Lorsque on nous adresse un sourire, nous avons tendance à y répondre instinctivement en contractant involontairement les muscles. Bon à savoir, il s'agit d'un cercle vertueux. Plus on sourit, plus la joie est intense. Je crois qu'on est au dernier chapitre et après c'est conclusion. La règle du 5 et 5. Si cela n'aura pas d'importance dans 5 ans, ne passez pas plus de 5 minutes à être énervé. Ah oui, je l'avais déjà lu ça, c'est trop bien. Le chapitre suivant, c'est vivre l'instant présent. Alors, c'est une citation de Jacques Salomé. Il dit « Il est des pensées qui, comme certaines fleurs, doivent se respirer lentement en osant prendre le temps de ralentir le temps. » Les innovations technologiques nous ont fait gagner un temps précieux. Internet nous permet désormais de faire nos comptes, nos courses et même nos rencontres amoureuses, tout ça sans sortir de la maison. Si notre vie est aujourd'hui grandement facilitée par la technologie, savons-nous pour autant mieux occuper notre temps libre ? Alors que les ordinateurs et les machines devraient nous permettre de profiter davantage de la vie, nous n'en restons pas moins débordés et sommes comme prisonniers de tâches qui nous empêchent d'accomplir
ce que nous désirons réellement. Prenons un exemple tout simple, les emails. En 2010, une étude a établi que le nombre d'emails qu'un professionnel reçoit en une journée s'élève à 72, soit plus de 7 emails par heure. Comment se concentrer? De même, il existe une application qui permet de savoir combien de fois en une journée nous regardons notre téléphone. Faites le test en installant l'application, c'est édifiant. Je l'ai désinstallée au bout d'un jour, quand j'ai découvert que j'avais allumé mon téléphone 152 fois en moins de 24 heures. Si quelques minutes de liberté s'offrent à nous, au lieu de les savourer pleinement, nous avons tendance à les remplir de nouvelles occupations qui n'ont pas toujours de sens. Comme si nous avions peur de nous ennuyer. Il nous faut de l'action et du mouvement en permanence. Notre pensée a basculé en mode compulsif. Pourtant, la sollicitation permanente n'est pas dans notre nature. Nous avons besoin de calme pour mener une réflexion constructive. Ou tout simplement apprécier les choses de la vie. La pollution mentale ne fait qu'accroître l'anxiété et le stress. Le temps est précieux. Finalement, ces 5 minutes de vie, vous ne les avez pas gagnées. Elles vous sont offertes et vous ne pourrez pas en produire davantage. Le sachant, considérez chaque instant à sa juste valeur. Ici et maintenant. Être dans l'agitation permanente nous rend moins efficaces. Être sans cesse sur le qui-vive, à l'affût de la dernière dépêche AFP, est stressant. Une notification pouvant d'un instant à l'autre interrompre l'activité que nous avons commencée. Notre attention, si elle n'est pas pleinement consacrée à une activité, est si souvent interrompue que nous finissons par ne jamais être réellement sereins. Être totalement dédié à son activité, tel est le mot d'ordre. Et oui, perdre du temps est une manière d'en gagner. Comment? En faisant correctement et de manière consciente ce que nous sommes en train d'accomplir. Arrêtons de chercher constamment de nouvelles solutions pour gagner du temps. Ou de penser à la tâche suivante. Concentrons-nous plutôt sur celle effectuée présentement afin de l'accomplir au mieux. Une journée ne fera jamais que 24 heures. Qu'on le veuille ou non. Et dans ces 24 heures, il faut encore satisfaire nos besoins vitaux tels que dormir, se nourrir, se laver. N'essayez plus de remplir vos journées de 1001 activités. Soyez objectif. Rater un tweet ne changera pas votre vie, et lire avec 3 heures de décalage le post Facebook de votre ami non plus. Nous nous sommes englués dans un besoin permanent d'instantanéité inutile. Il est temps de prioriser votre quotidien afin de mener à bien les projets les plus importants pour vous. Posez-vous quelques minutes et essayez de repenser au moment où vous avez été le plus serein de votre vie. Quand avez-vous été en phase avec vous-même? N'était-ce pas des moments où vous étiez complètement dédié à votre activité? Des moments où vous avez fait pause dans votre tête? Être dans le moment présent signifie faire taire ce brouhaha perpétuel. Prenez l'habitude de vous demander « Que se passe-t-il en moi en ce moment ?» De ce fait, vous établirez un lien privilégié avec vous-même. C'est beau avec la musique, ouais. Nous avons une fâcheuse tendance à éviter le présent. Nous sommes presque toujours penchés sur le passé, à nous repasser le film de notre vie en boucle, le plus souvent en revivant nos erreurs et nos échecs, et en alimentant nos peurs. Lorsque nous quittons le passé, c'est bien souvent pour nous inquiéter de l'avenir. Aussi bête cela puisse paraître, le passé appartient au passé, le futur n'est pas encore là. Seul le présent existe, et il mérite que vous en soyez conscient à 100%. L'optimisme, c'est construire dans le présent. Mais comment faire pour se reconnecter au moment présent? Une amie me donnait cette semaine son petit truc, la pierre de la gratitude. Ne pleure pas sur le passé, c'est terminé.
Ne stresse pas pour le futur, il n'est pas encore là. Vis le moment présent et fais qu'il soit beau. L'exercice de la pierre. Convaincu que plus nous faisons preuve de reconnaissance, plus notre potentiel d'optimisme et de bonheur augmente. Elle a décidé de toujours transporter dans sa poche une pierre de la gratitude. Chaque fois qu'elle la sent dans sa poche ou la regarde, elle s'arrête, savoure l'instant présent et prend une seconde pour remercier ce moment. Évidemment, vous pouvez faire cet exercice avec n'importe quel caillou trouvé par terre. Un simple porte-clés, un tatouage ou un bijou que vous aimez. L'objectif est de toujours l'avoir sur soi et de lui donner un sens. Ainsi, chaque fois que vous le toucherez, cet objet vous ramènera au message que vous lui avez demandé d'imprimer et vous reconnectera instantanément au présent. Ralentir en pratique. Il n'est pas toujours évident de ralentir. Happés par le quotidien, nous avons tendance à adopter un rythme effréné sans penser à faire de pause. Voici quelques astuces pour y remédier. Aimez ce que vous faites. Un des meilleurs moyens d'être dans le présent est de faire quelque chose que vous aimez. Observez un peintre, un sportif, un danseur, un pianiste à l'œuvre. Ils sont absorbés dans le présent. Plus rien autour d'eux ne compte. Comme j'en parlais dans le chapitre « Créer », trouvez votre passion, elle vous aidera à profiter de la vie en toute simplicité. Organisez-vous. Au quotidien, une bonne organisation vous permettra d'être plus serein et d'envisager la vie avec plus de facilité. Vous pouvez par exemple créer un emploi du temps ou tout simplement vous procurer un carnet de notes en guise de pense-bête. Plutôt que d'avoir des idées qui vous trottent dans la tête, je dois penser à ça, je ne dois pas oublier de faire ceci. Notez vos objectifs de la journée, de la semaine, du mois. Cela vous permettra d'avoir l'esprit plus libre et vous n'aurez plus peur d'oublier ce que vous devez faire. Réduisez vos engagements. Tenez-en vous à l'essentiel. Certains sont les champions de l'accumulation de tâches et ne savent pas dire non. J'en fais d'ailleurs partie. Refusez de vous alourdir avec des travaux inutiles. Ne culpabilisez pas si vous ne parvenez pas à accomplir toutes les missions que vous vous êtes fixées dans une journée. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner et demain sera toujours là. Notez simplement dans votre agenda que la tâche non effectuée aujourd'hui sera à faire demain. La liste de mes envies. Faire des listes est une manière simple et précise de faire le ménage dans nos aspirations profondes. De quoi ai-je réellement envie ? Quand nous couchons sur le papier ce que nous avons à faire, il est visuellement plus simple de savoir ce qui nous apporte réellement. Combien de fois vous êtes-vous déjà dit « si j'avais le temps, je ferais ceci ou cela » ? Quelles sont les envies qui vous habitent et que vous ne concrétisez pas sous prétexte que le temps vous manque ? Faites le test grâce à ce petit exercice, il vous permettra de mieux cerner vos envies. Exercice, listez vos envies. Tout d'abord, déterminez 5 désirs que vous avez mis de côté faute de temps. Vous offrir une séance de yoga, marcher dans les bois, faire du sport, aller au cinéma, vous inscrire à un atelier de peintre, lire, etc. Ensuite, identifiez 5 tâches, petites, moyennes ou grandes, que vous pourriez supprimer. Remplacez les tâches par vos envies. Vous avez 6 mois pour les concrétiser. Le saviez-vous ? La loi de Pareto, ou le principe 80-20, stipule que 80% de nos actions donnent 80% des résultats. Autrement dit, il est plus efficace de se concentrer sur les tâches productives, celles qui apportent le meilleur résultat. Cela fonctionne quel que soit l'objectif que vous fixez. La concentration optimale dure 50 minutes environ. Accordez-vous des temps de pause entre les tâches à accomplir. Commencez sa journée par les tâches les plus importantes et les plus difficiles et productives.
Les tâches plus faciles ou ludiques apparaissent comme une récompense à l'effort. 9 conseils pour une bonne journée. Une heure d'exercice ou de lecture, 2 litres d'eau, 3 tasses de thé vert ou tisane, 4 breaks mentaux ou pauses, 5 pensées positives, 6000 pas, 7 minutes de fou rire, 8 heures de sommeil, 9 minutes de méditation avant de dormir. C'est pas mal ça, c'est pas mal à retenir. C'était la fin du chapitre. Conclusion. La seule chose promise d'avance à l'échec, c'est celle que l'on ne tente pas. De Paul-Émile Victor. J'espère que vous aurez trouvé dans ce petit guide des conseils à appliquer au quotidien. Cet ouvrage n'est nullement exhaustif et il y aurait 1000 autres conseils à donner. J'ai essayé d'y indiquer des exercices qui ont fonctionné pour un grand nombre d'entre nous, notamment grâce aux retours que les lecteurs du site L'Optimisme m'ont fait parvenir au fil des mois. Bien sûr, il ne s'agit pas, à la mise en parenthèse encore, d'une science exacte et il est possible que ce qui fonctionne sur vous n'ait pas le même impact sur les autres. Vous êtes libre d'adapter les exercices et de trouver ceux qui vous conviennent le mieux. Le but n'est pas de tout mettre en pratique dès demain. Choisissez les exercices qui vous paraissent les plus ludiques ou ceux qui répondent le plus à vos besoins du moment. Surtout, ne baissez pas les bras si vous vous sentez découragé. Il est normal de traverser des moments de doute. Le changement s'opère rarement du jour au lendemain. En vous plongeant dans l'optimisme, vous vous engagez déjà dans une démarche d'amélioration continue. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. J'aime bien. Au fond, vous connaissez les changements majeurs à opérer dans votre vie pour créer l'avenir dont vous rêvez. De même, à vous d'identifier les raisons pour lesquelles vous n'allez pas au bout de vos envies. Se risquer à sortir de sa zone de confort n'est pas facile. Cela demande de la patience et du courage. De plus, il est bien difficile de tirer un trait sur un projet personnel ou professionnel quand on y a investi du temps, de l'énergie ou de l'argent. Il est difficile de changer de cap et de revenir sur une décision qui, à un moment donné, nous a paru être la meilleure. Trop souvent, nous avons tendance à considérer le changement comme un échec. Il s'agit pourtant bien souvent d'une condition sine qua non à la construction de notre avenir. Provoquer un grand changement dans sa vie effraie. Mais vous savez ce qui effraie plus encore? Avoir des regrets. Juste une phrase que disait ma Sam et qui est devenue un de mes credos de ma vie. Tout est difficile avant de devenir facile. J'adore. Je valide. Rappelez-vous, chaque journée est une nouvelle possibilité de vous ancrer dans l'optimisme et d'agir pour être le bâtisseur à la fois de votre propre avenir et du monde en général. Vous pouvez garder ce petit ouvrage à portée de main et le consulter régulièrement pour épuiser un zeste d'inspiration, un mantra ou un dessin qui vous donnera le courage d'aller au bout de vos rêves. Laissez l'intuition vous guider et ouvrez-le au hasard. Vous retrouverez une dose d'optimisme en cas de coup dur. Ou réécoutez les vidéos YouTube. À bientôt. Elle a écrit en grand « Suivez vos rêves, au pire, ça marche ». Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous de Paul-Édouard. Le livre est fini. Non, il est chouette. Franchement, en plus, il coûte pas cher. Donc, même si vous voulez vous le procurer, il est à 6 €. Et vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc, je rappelle, c'est de Catherine Testa, Osez l'optimisme, 10 clés pour réenchanter votre quotidien.